Les grandes fêtes organisées à Paris et à la cour au XVIIe et au XVIIIe siècle sous le règne des rois Bourbons sont aujourd'hui assez connues d'un large public. Les grands carousels, les entrées royales, les bals, les feux d'artifice et illuminations ont su retenir l'attention du public grâce à des sources graphiques, dessins ou estampes. Généralement, les circonstances de la création de ces manifestations contribuent à rappeler leur importance historique. Naissance d'un nouvel héritier du trône, mariage princier ou célébration de victoire et de la paix. Tous ces aspects militent pour ancrer ces faits dans la mémoire collective, sans souvent se préoccuper de retenir bien souvent les noms des auteurs de ces merveilles qui surent impressionner tant de spectateurs. Le rôle politique de ces réjouissances n'a pas manqué non plus de susciter des recherches parfois très précises de la part des historiens. Quelles étaient les intentions des organisateurs et surtout les idées, les messages qu'on désirait transmettre à travers des décors, des inscriptions, des personnages représentés et bien sûr des relations diffusées auprès des contemporains. Aujourd'hui, nous n'ignorons pas ces aspects, mais en une heure, nous voudrions aborder ce sujet sous un angle encore peu étudié, celui des administrations appelées à faire naître ces fêtes à Paris et à la cour. Il existait en effet, depuis au moins la Renaissance, un département de la Maison du Roi, les menus plaisirs, chargés des divertissements organisés dans les résidences royales. Secondé par les gentilshommes de sa chambre, le monarque décidait de tout dans cette structure, accueillant aussi des intendants et des contrôleurs généraux, sous la conduite desquels étaient réalisés les projets des dessinateurs. Quant aux manifestations parisiennes, elles étaient administrées par le bureau de la ville, placé depuis l'époque de Saint-Louis sous l'autorité du prévôt des marchands. Connu pour gérer les hôpitaux, la voirie, le commerce sur la Seine, cette administration exerçait également une activité non négligeable dans le domaine des cérémonies et des fêtes. Son action était certes étroitement associée à celle du pouvoir royal, le souverain, qui intervenait déjà dans le choix des élus en donnant son approbation, décidait des événements importants qu'il fallait célébrer et même du jour qu'il convenait de retenir pour ces réjouissances. Afin de transmettre ces directives et entretenir des relations auprès du monarque, il existait en outre au sein de l'équipe municipale, composée de 4 échevins aux côtés du prévôt des marchands, un personnage intermédiaire, le procureur du roi et de la ville, appelé à approuver par sa signature les marchés passés avec les artistes. L'organisation, le financement et le choix des créateurs demeuraient en effet des prérogatives du bureau, bien distinctes et indépendantes de celles des menus plaisirs. Dans ces conditions, et en dépit du contrôle exercé par le pouvoir royal, une certaine liberté permettait à l'administration de l'hôtel de ville de privilégier certains artistes par rapport à d'autres exerçant leur activité artistique à la cour, de retenir certains espaces géographiques dans Paris et d'accorder plus ou moins d'importance aux fêtes présentées au public par les budgets qui étaient établis. Tout cela n'allait pas manquer de susciter des tensions au milieu du XVIIIe siècle, à une époque où la cité connut un indéniable développement économique. Dans mon titre, j'ai parlé de rivalité au lieu de tension, et nous verrons que je ne suis pas loin de la vérité en certains cas. Mais pour bien comprendre l'évolution de ces fêtes, revenons à quelques illustrations des règnes de Louis XIII et de Louis XIV. Vous connaissez tous cette fameuse fête. Il s'agit du carrousel organisé les 5, 6 et 7 avril 1612 pour célébrer le mariage des enfants de Marie de Médicis, Louis XIII et Élisabeth de France avec la maison d'Espagne. Faste imposée par la reine Marie de Médicis, avec évidemment des ingrédients qu'elle avait importés de son pays natal. Je ne vais pas évidemment entrer dans tous les détails, mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que les carousels occupent une place particulière
dans ces fêtes qui sont organisées à Paris. Elles ne sont pas financées par le bureau de la ville de Paris, étant donné que les participants payaient eux-mêmes leur monture. Finalement, ils finançaient eux-mêmes leur participation à ces divertissements. Et ça sera la même chose pour le grand carrousel de 1662 organisé entre le Louvre et les Tuileries. C'est-à-dire qu'en fait, même les menus plaisirs interviennent peu. Ils interviennent peut-être pour les cavaliers qui appartiennent à la famille royale. Mais pour les autres, il fallait véritablement payer. Et ça posait des problèmes quelquefois, évidemment, aux familles qui devaient financer ces parures. Deuxième estampe du même Merian, qui est sans doute moins connue que la précédente, puisqu'il s'agit d'un feu d'artifice tiré pour la Saint-Louis le 25 août, mais qui s'est prolongé, d'après ce que j'ai pu recueillir comme information, le 29 août, pour célébrer sur la Seine la Saint-Louis, c'est-à-dire la fête du roi Louis XIII. Alors, j'ai choisi cette estampe parce que je la trouve merveilleuse. Je trouve qu'on est véritablement dans l'atmosphère de la fête organisée sur la Seine, mais elle pose aussi une question essentielle, étant donné que nous n'avons pas retrouvé, je crois, les archives pour cette fête. Si quelqu'un les a retrouvées, tant mieux, mais moi je ne les ai pas retrouvées encore. Et la question se pose, est-ce une fête organisée par les menus plaisirs, puisqu'il s'agit d'une fête organisée, on le voit bien, d'un côté du Louvre, donc le Louvre étant une résidence royale, ça pouvait être évidemment quelque chose d'organisé par le Louvre, ou est-ce organisé par le bureau de la ville de Paris? J'avoue que je n'ai pas encore démêlé ce petit problème, mais c'est quand même un problème important, car c'est une fête exceptionnellement belle pour les années de 1613. Bon, on connaissait les feux d'artifice déjà depuis la seconde moitié du XVIe siècle, mais là, nous avons vraiment un déploiement de fusées, et évidemment, dans un cadre qui comprenait encore la tour de Nesle et la tour de Bois, donc un cadre plus ancien, et avec des machines déjà. Vous avez aussi l'apparition, vous voyez ici, heureusement, vous voyez ça cherche très vite, de Neptune sur un char, et puis quelque chose de très particulier, mais c'est difficile peut-être à voir, c'est que sur une corde qui relie les deux tours, il y a une figure de Jupiter. Bref, c'était une fête magnifique que je voulais quand même vous montrer pour illustrer cette période antérieure. Nous arrivons en 1660, donc vous voyez, nous allons très vite. Alors cette fois-ci, il n'y a aucun problème. Il s'agit bien d'une fête payée par la ville de Paris, l'une des plus prestigieuses sans doute, puisque, en tout cas à l'époque de Louis XIV, elle a été organisée pour l'entrée du roi avec Marie-Thérèse après son mariage à Paris. Et il y avait donc tout un parcours dans la ville de Paris qui était scandé par des arcs de triomphe tout à fait étonnants, éphémères évidemment, et qui étaient inventés à la fois par des artistes qui travaillaient pour la cour. Il y a un arc de triomphe qui est très connu, qui a été créé pour la place Dauphine et qui était de l'invention de Charles Lebrun. Mais il y avait d'autres arcs de triomphe, dont celui-ci, qui ont été imaginés par des artistes qui travaillaient véritablement pour la ville. Il s'agit ici de Pierre Melun, qui est qualifié de peintre ordinaire du roi et de messieurs du Parlement. Je n'ai pas retrouvé de source indiquant que Pierre Melun a travaillé pour d'autres fêtes, en tout cas pour la cour. C'était véritablement quelqu'un qui travaillait pour la ville de Paris. Donc nous avons quelquefois un mélange d'artistes, et même très souvent, nous allons voir au début, qui soit travaillaient traditionnellement, enfin habituellement pour la ville de Paris, ou d'artistes qui pouvaient venir de la cour et qui logeaient très souvent aux Galeries du Louvre. C'est-à-dire qu'ils logeaient à Paris, même si la cour se déplaçait à Chambord ou à Fontainebleau.
Et là, nous allons le voir bientôt pour les fêtes de Versailles, que là, les choses vont commencer un peu à bouger. Vous voulez peut-être que je vous dise un mot sur cet arc de triomphe, qui est tout à fait étonnant, parce que si je l'ai choisi, c'est parce que je le trouve très, très curieux. Bon, le thème est connu, c'est le thème d'Apollon et les Muses. L'artiste aurait pu, du reste, s'inspirer d'un décor de Torelli, présenté en 1654 pour un opéra de Caproli, les Nozze di Peleo e di Teti, où l'on a exactement, avec percé également une sorte d'arc de triomphe qui est donc représenté pour l'arrivée d'Apollon. Ici, on a le marché. Les marchés sont conservés, les archives sont très bien conservées pour cette entrée. Elles ont fait du reste l'objet d'études depuis un certain temps. Ces archives ont été un peu séparées, il faut dire, soit dans la série qui concerne la ville de Paris, soit aussi au Minutier central. Et on sait que, par exemple, pour cet arc de triomphe, l'élément végétal est très important. Et on sait que l'artiste a utilisé des feuillages convenables et véritables. Donc, et également, il a créé des figures qui étaient en relief. Et il a utilisé du plâtre, de la toile et des gazes d'or et d'argent. Tout ça ne devait pas manquer d'allure pour cet arc de triomphe qui était prévu au carrefour Saint-Gervais devant le cimetière Saint-Jean. Après le grand carrousel de 1762, dont je vous ai dit un mot tout à l'heure, Louis XIV ne tarda pas, évidemment, à séjourner à Versailles. Et dès l'instant où il y a la création des trois grandes fêtes, celle de 1664, les plaisirs de l'île enchantée, puis celle de 1668 et de 1674, Versailles prend évidemment une importance considérable. En plus, les fêtes sont servies par les jardins. Louis XIV s'intéressait beaucoup aux jardins. Et en fait, on ne peut pas dissocier du reste complètement l'histoire des jardins de Versailles, qui est prestigieuse, et l'histoire des fêtes à cette époque. Et les grandes fêtes sont relayées évidemment bientôt par des publications luxueuses, les relations de Félibien, qui sont ornées d'estampes souvent de Jean Lepôtre ou d'autres, et qui étaient diffusées par le cabinet des planches gravées du roi et offerts donc aux ambassadeurs comme cadeaux diplomatiques. Donc, à partir de ces fêtes, je vous en montre une que vous connaissez évidemment. C'est le grand feu d'artifice qui a été tiré sur le grand canal de Versailles, avec évidemment comme décor quelque chose de fabuleux qui est un obélisque couronné d'un soleil. Évidemment, pour Louis XIV, rien ne pouvait être plus beau. C'est Charles Lebrun qui l'a inventé. Et je vous le montre aussi parce que ces fêtes qui étaient organisées dans le parc de Versailles, ou plutôt dans les jardins, pas seulement dans le parc, étaient financées à la fois par les menus plaisirs et par les bâtiments du roi, par Colbert, qui évidemment veillait aux dépenses de la cour, mais en même temps avait compris que si on associait deux départements de la maison du roi, on pouvait organiser des fêtes beaucoup plus luxueuses. Et c'est sans doute aussi grâce à Colbert, qui était à la tête des bâtiments du roi, que Charles Lebrun a été appelé à exercer ses talents pour cette fête prestigieuse. Pendant cette période faste pour les divertissements de Versailles, les fêtes organisées par le bureau de la ville de Paris vont peu à peu reprendre leur importance. On peut le deviner en 1689, donc c'est quand même bien après la grande période de Versailles. Vous savez qu'après finalement les noces pour Mademoiselle de Nantes sur le grand bassin de Versailles, en 1685, on assiste à un certain assouplissement. Enfin, on peut dire que l'influence de Madame de Maintenon est de plus en plus grande et des dévots. Les fêtes sont de moins en moins prestigieuses. En 1685 et 1686, il y a quand même les deux grands carrousels
auxquels le dauphin participe à Versailles, qui recueillent un très très grand succès auprès de la population parisienne. Mais après ces dates, on sent évidemment qu'il y a de moins en moins de fêtes importantes à la cour. On en trouve encore une peut-être en 1697 pour le duc de Bourgogne, qui, au moment où il épouse Marie-Adélaïde de Savoie, mais c'est quand même pas, ça se passe pendant l'hiver, ça reste encore, on peut dire, beaucoup plus modeste par rapport à ce qu'il y avait auparavant. Donc voici un décor de 1689 qui représente, qui est tiré devant, c'est un décor de feu d'artifice qui est tiré devant l'hôtel de ville. La place de l'hôtel de ville demeure un lieu privilégié évidemment pour ceux qui organisent ces événements, puisque toutes les réunions du bureau ont lieu à l'hôtel de ville. Et il s'agit ici du temple de l'honneur, dominé par la renommée. Et ce temple a été érigé à l'occasion de l'inauguration de la statue pédestre de Louis XIV par Coisevaux. Et ça a donné lieu à une fête dont on a parlé, mais curieusement, Bérain, qui est l'auteur de ce monument éphémère, n'est pas cité dans la relation qu'a publiée, évidemment, l'auteur de la relation, qui est le père Ménétrier, personnage que vous connaissez tous certainement, jésuite, et avec lequel Bérain avait eu, il est vrai, quelques problèmes au moment de la pompe funèbre de la Marie-Thérèse, de la reine Marie-Thérèse. Donc, on peut expliquer l'absence dans la relation de cette fête du nom de Bérain, qui est pourtant l'auteur de cette architecture. S'il n'y avait pas un dessin de Bérain conservé au National Museum de Stockholm, où il y a beaucoup de dessins de Bérain, on pourrait hésiter. Mais là, cette fois-ci, on est sûr, c'est vraiment un dessin. Le dessin de cette architecture a bien été pensé par Bérain. Et ce qui est curieux, c'est que nous avons à la bibliothèque Mazarine une description de la fête avec des annotations, et on trouve que finalement, les personnages qui vont profiter de cette fête, ce n'est pas Bérain, encore une fois, mais c'est Jean Beausire, qui était l'architecte de la ville, et ce qu'il appelle son dessinateur, c'est-à-dire Pierre Lepôtre. On parle de Monsieur Lepôtre, bon, ce n'est plus Jean, mais Pierre, et c'est eux qui vont s'occuper de délivrer les billets pour assister à la fête et de délivrer finalement des places pour le public. Mais Bérain disparaît complètement. Il y a également un peu le même problème pour cette fête qui a eu lieu en 1704. Donc vous voyez, nous avançons. Là, nous sommes vraiment à la fin du règne de Louis XIV. Qui a été organisée à l'occasion de la naissance du duc de Bretagne, l'arrière-petit-fils de Louis XIV, et de la succession d'Espagne, car là, nous avons un projet pour un feu d'artifice qui n'est pas de Bérain, nous le verrons, mais Bérain intervient pour permettre à la mère du nouveau-né dont on célèbre la naissance, la duchesse de Bourgogne, d'avoir un balcon orné au Louvre. Donc il travaille avec Girardon pour créer vraiment un endroit merveilleux. Et il y a une estampe, bon, j'aurais pu vous la montrer, mais finalement la ville de Paris a retenu effectivement le divertissement principal qui a lieu au milieu de la Seine, devant le Pont-Neuf, et on sait que l'invention de cette décoration que vous voyez ici, qui est sur une île flottante, et d'un artiste qui est véritablement, qui appartient à une dynastie qui travaille pour la ville de Paris. C'est attendez que je ne me trompe pas, un Duménil, c'est ça, il s'appelle Louis-Michel Duménil. Les Duménil, comme les Beausire, dont j'ai déjà parlé, sont des dynasties d'artisans, d'artistes qui travaillent pour la ville de Paris et dont les noms ne figurent pas dans les archives des menus plaisirs. Ce sont véritablement des personnes qui travaillent pour la ville de Paris. Alors, ce qui est amusant si j'ai choisi cette estampe, c'est parce que, en plus, alors nous avons des jeux qui sont traditionnels pour la ville de Paris, des joutes
organisés par des bateliers, donc qui se poussent dans la Seine, je puis dire mutuellement. Vous voyez, il y a des gens d'ailleurs qui sont déjà dans l'eau. Vous avez aussi le jeu de l'oie, c'est-à-dire que sur un fil, un acrobate essaie d'attraper un volatile vivant, une oie. Donc ça fait partie aussi des jeux populaires qui sont mêlés véritablement à la célébration qui a lieu avec cet arc de triomphe tout à fait étonnant, composé de motifs végétaux, avec des dauphins, et qui célèbre l'union de la Seine et du Tage. Pourquoi la Seine et le Tage? Parce que, évidemment, avec la guerre de succession d'Espagne, on espère que Philippe V va véritablement comme régner. Et donc, nous sommes en 1704, hein, donc il y a déjà des troubles, mais enfin, on espère évidemment qu'il va obéir donc au testament du roi d'Espagne et régner sans problème en Espagne. Donc les Bourbons vont être réunis, si je puis dire, grâce à cette guerre. Alors, je voulais vous dire aussi que le décor qui présente des courbes et des contre-courbes a inspiré, alors là, il est là en plus en détail, à Fraisier, qui est l'auteur d'un célèbre traité de feu d'artifice, publié en 1747, cette interprétation du décor. Et on voit qu'il fallait peu de choses, finalement, pour transformer déjà ce décor en un décor nouveau, certes, mais beaucoup plus rocaille, dans un goût rocaille. Et finalement, on est à la fin du règne de Louis XIV et on sent que le goût va changer. Mais il va véritablement changer avec l'arrivée dans les fêtes de Paris d'un artiste que j'étudie depuis fort longtemps, qui s'appelle Jean-Nicolas Servandeni. Alors Servandeni est né à Florence, mais son père était français, il s'appelait Servandon, Jean-Louis Servandon, et Jean-Nicolas est son fils, et il est né d'un père français qui s'est établi à Florence et d'une mère toscane, on peut dire. Je n'ai pas vraiment retrouvé si la mère était de famille florentine ou de Sienne, c'est un nom qu'on trouve en tout cas en Toscane. Et là, il participe à une fête tout à fait fantastique, grandiose même, beaucoup plus importante que celle que nous venons de voir, et qui a été financée, qui n'a pas été financée par les Menus Plaisirs. Les Menus Plaisirs avaient pensé faire une fête au moment de la naissance du dauphin. Oui, cette fête a été évidemment organisée pour la naissance du dauphin qui naît en septembre 1729. Mais le cardinal de Fleury a dit « Oh, ça coûtera trop cher ». Donc il n'y a pas eu de grande fête, mais l'oncle de Louis XV, Philippe V, donc vous voyez que l'Espagne est toujours très présente, a voulu financer cette fête extraordinaire pour montrer aux yeux de la population parisienne, qu'il connaissait quand même, qu'il renonçait, qu'il acceptait, qu'il reconnaissait plutôt la naissance de ce nouvel héritier du trône pour la France. Et donc, c'est pour cela qu'a eu lieu cette fête à Paris. Alors, ça s'est passé en plein hiver, il y a eu des tas de problèmes, il a fait très froid, et la fête a été sans cesse retardée jusqu'au 24 janvier 1730, où elle a eu lieu finalement. Et Servandeni a été désigné, il était simplement connu à l'époque comme un décorateur d'opéra extraordinaire, nous sommes en 1729-1730, et pour faciliter sa tâche, il va s'associer à Jean-Baptiste Augustin Beausire, encore un Beausire donc, et avec Beausire, il va bénéficier de certains avantages, c'est-à-dire d'occuper des rives, parce qu'évidemment tout était réglementé par la ville de Paris. Donc ils n'auront aucun problème pour décorer toutes les rives, et en même temps même bénéficier des magasins de la ville de Paris où étaient entreposés des morceaux de décor qui étaient utilisés pour les fêtes. Donc déjà, c'est un premier pied, on pourrait dire, de Servandeni dans l'administration de la ville de Paris. Mais la ville de Paris n'a pas financé cette fête. Cette fête a été entièrement financée donc par Philippe V d'Espagne.
Alors c'est une fête tout à fait curieuse, où le goût rocaille se manifeste même de manière très exubérante, avec non seulement cette barque qui reste encore un peu influencée par ce que l'on faisait à Venise au XVIe siècle, mais qui est quand même déjà, je trouve, d'un goût rocaille, avec ses palmiers qui soutiennent un kiosque, enfin un toit qui pourrait être celui d'un kiosque d'Extrême-Orient. C'est le goût déjà des slots. Et donc, ça, c'est quand même Servandoni qui a imaginé cette barque. Alors, vous voyez aussi quelques monstres, mais Servandoni n'en est pas l'auteur. Il y a un troisième décorateur qui s'appelait Pitouin, qui était quelqu'un qui a travaillé pour la ville de Paris et qui a travaillé aussi pour les décors intérieurs des hôtels particuliers. Bruno Pons en parle dans son travail sur les hôtels parisiens. Donc, c'est assez intéressant de retrouver un peu tout un milieu artistique autour de ces grandes fêtes qui coûtaient quand même très très cher. Je crois que pour la ville de Paris, c'est au moins 500 000 livres ou quelque chose comme ça, ce qui est beaucoup. Voici évidemment peut-être la pièce maîtresse de cette décoration. Ce sont ces montagnes qui évoquent les Pyrénées. Et donc on voulait montrer qu'avec la naissance de ce prince, la France et l'Espagne allaient rester des fidèles compagnes comme les deux versants des Pyrénées. Bon, là, il y a un soleil qui devait surgir au milieu des Pyrénées, des fusées devaient jaillir, mais ce que vous voyez en haut, c'est-à-dire la iris sur son arc, qui est montré dans l'estampe, n'a pas pu paraître parce qu'il y a eu un problème technique, ce qui pouvait arriver malheureusement dans ces manifestations. Quelquefois, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, et le public qui achetait le livret disait « mais en fait, on est privé de ça », et il le notait, et c'est comme ça qu'on sait un peu comment étaient créés donc ces décors. Alors Servandoni va entrer véritablement comme artiste pour la ville de Paris en 1732. La reine attend un enfant et pour célébrer la venue, ce qu'on espère, encore d'un héritier possible du trône, on demande à Servandoni de créer ce décor extraordinaire que j'ai publié récemment à l'occasion du Salon du dessin et qui était resté enfoui aux Archives nationales et qui est une très grande feuille. Et on a la preuve, alors on va en faire une petite analyse, mais on a la preuve par les inscriptions que vous voyez en haut et dont je vous livre les détails. Vous voyez en haut du dessin. Nous avons effectivement paraphé au désir du marché du 15 février 1732 Servandoni, vous avez l'écriture, la signature de Servandoni ici, et en dessous celle de Turgot, qui est le prévôt des marchands à l'époque, et celle des échevins, Rossignol, Lagneau, Pellet et Geoffroy. Et il ne faut pas oublier Moriot qui est celui qui fait le lien entre la cour et la ville. Antoine Moriot, qui est un personnage qui est quand même connu, et qui finalement est là au moment où l'on signe les contrats pour être bien sûr que ça ne déplaît pas évidemment à la cour. Donc vous voyez, les opérations, si je puis dire, les marchés passés par la ville de Paris étaient très surveillés, mais c'est quand même la ville de Paris qui a su choisir, je pourrais dire, Servandoni pour cette fête. Alors, je n'ai pas pu m'empêcher de montrer justement une autre décoration à côté de celle de Servandoni que l'on retrouve ici à gauche. Il s'agit d'une décoration faite par les Duménil à une autre occasion. Louis-Claude et Pierre-Louis Duménil, donc ils travaillaient en plus en fratrie, on pourrait dire. Hein, ce sont deux frères. Et pour un feu d'artifice beaucoup plus tardif, 1741, mais vous voyez qu'on retrouve un peu le même cadre architectural avec une niche, avec un personnage à l'intérieur
et au-dessus, sur un piédestal, un autre personnage, bref. Mais il y a une différence quand même fondamentale entre les deux, c'est que le style n'est pas du tout le même. Servandeni adopte, ce qui est très, très curieux, en 1732, pour un décor de fête, hein, j'entends, un ordre dorique avec des cannelures. Pour l'architecture pérenne, celle de Saint-Sulpice, à laquelle il commençait effectivement de travailler, c'était normal, évidemment, d'utiliser un ordre dorique, mais pour une architecture éphémère, qui était peinte, hein, je vous le rappelle, sur toile, d'habitude, on profitait de ces matériaux légers pour faire plutôt du faux marbre, avec des faux marbres de couleur, avec de l'or, de l'argent, donc quelque chose de beaucoup plus clinquant, on pourrait dire, beaucoup plus clinquant, beaucoup plus visible pour le public. Là, non, là, il choisit véritablement une architecture dorique, avec, dont on reconnaît toutes les... et tout en laissant quand même un peu de liberté, si je puis dire, pour le grand cartel ici, et puis aussi les figures. Mais les figures ne sont pas de lui. À mon avis, les figures sont d'un collaborateur de Servandeni qui s'appelait André, qu'il avait rencontré à Londres, qui était d'origine lettonne et qui avait, lui, un goût pour les figures, ce que n'avait pas. Servandeni n'aimait pas du tout dessiner les figures. Donc, à mon avis, là, il a dû demander l'aide de cet artiste. Mais ce qui est intéressant, c'est de comparer donc le décor des Duménil avec celui de Servandeni, et on voit que chez les Duménil, il y a une veine rocaille beaucoup plus épanouie, évidemment, et un style différent, un style peut-être moins puissant, avec un décor à refend qui est quelque chose de plus français. Quand la reine a accouché, elle n'a pas donné naissance, malheureusement, à un prince, mais à une princesse, qui était Madame Adélaïde, enfin la future Madame Adélaïde, et cet événement a évidemment entraîné la suppression du feu d'artifice. Donc, pendant que Servandeni fignolait son travail, la ville de Paris, heureusement, a dit « Attendez, bon, Servandeni l'a récupéré, puis après, a réussi à repasser, si je puis dire, le décor à la ville de Paris. Et l'un des beaux-sires, architecte, est venu, on a les archives, est venu examiner cette décoration, et il a dit qu'elle était très bien faite, il a beaucoup apprécié la décoration, et il a dit qu'il faut la conserver pour qu'elle serve une autre fois. Et c'est ce qui s'est passé, seulement il a fallu attendre de 1732 à 1739, 7 ans, pour voir cette décoration ressortir, si je puis dire, mais Servandeni l'a complètement modifiée. L'argument n'était plus le même, il fallait célébrer la paix entre l'empereur, la France et l'Espagne, et donc il a fait quelque chose de beaucoup plus aimable, avec, comme vous le voyez, alors vous retrouvez, c'est simplement cette partie qui n'avait pas été utilisée, qui a été réutilisée ici, pour le bas seulement d'un monument beaucoup plus élevé que nous allons voir après. Et on voit que, évidemment, la statue du père de Louis XV a été supprimée et a laissé place à un dieu fleuve qui a une attitude qui rappelle un peu celle du Bernin. À mon avis, il connaissait, évidemment, il avait été à Rome, Servandeni, hein, j'entends, donc il connaissait la fontaine du Bernin de la place Navone. Donc on retrouve un peu l'attitude ici des dieux fleuves. Et puis il a fait quelque chose de beaucoup plus aimable, avec des enfants qui apparaissent dans des feuillages et qui brandissent des signes de paix, et de chaque côté, évidemment, des allégories aussi qui célèbrent la paix, la prospérité, notamment avec cette femme qui accueille des enfants sur sa poitrine. Évidemment, en période de paix, les naissances sont évidemment plus nombreuses qu'en période de guerre et de malheur.
Mais voici l'ensemble de ce feu d'artifice qui a évidemment, les gens ont trouvé ça tout à fait singulier et curieux. Dans le Mercure de France, on dit c'est agréable mais singulier. Donc, ils admettent les deux et effectivement, ça ne ressemble à pas grand-chose, il faut le dire, de ce qu'on faisait à l'époque. Servandoni va sans arrêt modifier ses projets. Il n'aime pas refaire, alors que chez beaucoup d'artistes, on retrouve les mêmes modèles qui sont utilisés, et surtout, j'allais dire, pour les artistes de la ville de Paris. On retrouve toujours un peu les mêmes modèles qui sont réutilisés, repeints, on change un peu les attributs selon les circonstances, mais là, il a fait quelque chose de tout à fait différent. Et alors, cette référence à Bernin et à la fontaine de la place Navone se poursuit avec, évidemment, l'Arc de Triomphe, l'obélisque au-dessus. Parce qu'il y a aussi un obélisque au-dessus de la fontaine, de la place Navone. Donc, il a voulu quand même mettre les deux éléments d'architecture. Bon, il y a les historiens d'architecture ont dit oui, ça rappelle aussi les clochers de Londres. Vous savez, tous ces clochers curieux qu'on trouve à Londres, de Hawksmoor. Et donc ça rappelle un peu l'architecture anglaise. Mais il faut quand même avouer que là, il y a une certaine fantaisie. Et d'ailleurs, il ne s'est pas privé d'amener des courbes, notamment là, de chaque côté donc, de sa décoration. Ce feu d'artifice a été tiré devant l'hôtel de ville. C'est curieux de ne pas en trouver beaucoup on ne trouve pas beaucoup de compliments pour ce feu d'artifice dans les relations des contemporains. Moi, j'ai cherché, visiblement, ça s'est bien passé, notamment de la part des invités qui étaient à l'intérieur de l'hôtel de ville, mais pas tellement pour les amateurs de décors. Alors, le grand succès de Servandoni, c'est évidemment la grande fête qui est organisée quelques mois plus tard pour le mariage de Madame Première, fille aînée de Louis XV, avec l'infant d'Espagne. Alors cette fois-ci, ça sera véritablement la très grande fête de la ville de Paris qui va avoir lieu le 29 août 1739, donc simplement quelques mois après celle que nous venons de voir, si je puis dire, et qui va être installée, qui va avoir lieu, d'après ce plan, entre le pont Royal et le pont Neuf, qui est ici. Alors le plan est intéressant, il a été publié après la fête. La ville de Paris était tellement fière de cette fête qu'elle a payé, il faut dire, très 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 cher, qu'elle a voulu faire après un volume commémoratif avec une description et des estampes qui ont été parfois rehaussées d'aquarelles, comme celle-ci que vous voyez ici. Et cet exemplaire est conservé à la bibliothèque historique de la ville de Paris. Et la ville de Paris a également dépensé des sommes assez considérables pour faire des reliures superbes, demandant à Padeloup, notamment, qui était évidemment un des relieurs le plus célèbres de l'époque, de faire des reliures pour des exemplaires destinés à des diplomates, à des gens importants qui venaient à Paris. Donc finalement, la ville a tendance à vouloir prendre la place, là, des menus plaisirs, parce que qui distribuait des relations imprimées et bien reliées, c'était évidemment les menus plaisirs. Mais on est à une époque où, à la fin du règne de Louis XIV, finalement, Versailles ne publie plus de relations de fêtes. Il y a des fêtes, mais ces fêtes n'ont pas encore beaucoup de succès et il n'y a pas donc l'équivalent, en tout cas. Et on a vraiment l'impression que la ville de Paris prend le pas, si je puis dire, prend le relais plutôt de ce qui s'était passé un peu à Versailles en publiant des relations somptueuses. Alors, ce plan est intéressant. On voit non seulement, donc c'est là que Servandoni va construire son temple de l'Hymen. Ça se passe entre le Collège des Quatre Nations qui est ici et le Louvre où le roi va venir, car le roi paraît dans très peu d'événements à Paris, mais là il s'est déplacé. Il s'est déplacé et il a même fait construire, on va le voir, un trône
plutôt un balcon, pour lui permettre de voir dans les meilleures conditions le feu d'artifice. Alors pourquoi ? Parce que le roi s'intéresse aux feux d'artifice. Il a une passion pour les feux d'artifice. À chaque feu d'artifice qu'il peut voir, il a une relation du feu d'artifice et il suit tous les épisodes, toutes les séquences, même on devrait dire, des feux d'artifice. Donc ça explique, mais là il est venu. Malheureusement, on verra que ça ne s'est pas très très bien passé. Et ça explique peut-être aussi les problèmes qui s'en sont suivis. Alors, voici la vue de ce feu d'artifice, c'est tout à fait merveilleux. Vue du pont Royal, et on voit que ça se poursuit jusqu'au pont Neuf, avec de chaque côté des bateaux illuminés, un public qui envahit les rives de la Seine. Il faut savoir qu'il y avait des échafauds qui étaient construits, qui étaient exploités, et moyennement finance, parce que pour rembourser les dettes, Michel Gallet, vous savez, qui s'est vraiment intéressé à ces fêtes, a dit cette fête a coûté 800 000 livres, ce qui est considérable, c'est-à-dire l'équivalent du budget de la ville de Paris en un an. Bon. Mais il fallait quand même rembourser toutes ces dettes, et donc, moyennant 22 livres la toise, toutes ces rives étaient louées à des comment dirais-je, des entrepreneurs qui faisaient évidemment payer après assez cher au public les places bien placées, c'est vrai, les bien situées, pour admirer donc les feux d'artifice. Donc je tenais à préciser ça, c'est qu'il y a un côté quand même aussi mercantile dans cette histoire. Alors, on aperçoit aussi dans le fond, mais on va le voir demain, qu'il y a un temple qui est créé aussi par Servandoni, qui est plutôt réutilisé, car c'est un temple qu'il devait également faire pour une fête qui n'a pas eu lieu, et je sais que ce temple a été réutilisé donc en 1739. Ça lui a fait comme ça un peu moins de travail, peut-être. Alors voilà ce temple. Là, nous ne sommes pas encore pendant la nuit. Là encore, la ville de Paris mêle les joutes des bateliers, c'est-à-dire des jeux traditionnels de la ville de Paris. Il ne faut pas oublier quand même que la ville s'occupait beaucoup du commerce de la Seine. Il y a cette nef d'ailleurs qui apparaît dans les armes de la ville de Paris. La ville est vraiment liée à la Seine, et donc il y avait des traditions avec des jeux donc sur la Seine. Il y avait aussi comme vous voyez, des monstres marins. Ça, c'est peut-être aussi une tradition florentine qui perdure, car Servandoni est né à Florence, donc il connaissait aussi ces fêtes qui étaient animées aussi de monstres marins. Je pense à l'Argonautica, qui a été en 1604 un grand succès, et Servandoni devait connaître aussi évidemment toutes ces estampes qui étaient largement diffusées et qui se trouvaient dans ces cartons, je pense. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une fête qui a lieu encore à la tombée de la nuit, 6 heures du soir. Quand le roi arrive, il assiste donc à ces joutes et il assiste aussi à un concert qui est donné, car c'est un kiosque à musique qui figure au milieu de la scène et qui est entouré de gradins sur lesquels peuvent s'installer, paraît-il, 160 instrumentistes qui étaient dirigés par Rebel et Francoeur, qui étaient les grands compositeurs à la mode de l'époque. Donc le roi assiste à un concert, mais bientôt il y a aussi un combat de monstres. Et alors je vous montre quand même ce kiosque à musique. Vous voyez qu'il a quand même retenu l'attention, car il était transparent. Il était fait entièrement en verre. Il était transparent, et vous voyez là en dessous, vous avez un plan où on voit tous les gradins. Et il avait modifié un peu pour la fête en mettant
des emblèmes. La tour de Castille, hein, c'est l'Espagne, un globe fleur-de-lysée, ça c'est normal, un fanion blanc avec des fleurs de lys, mais quand même il y a des insignes qui rappellent l'union de la France et de l'Espagne. C'est la fille aînée de Louis XV qui épouse évidemment l'enfant. Alors, je vous montre ça, pourquoi? Parce que l'on voit ici Servandeni, donc le vainqueur, je peux dire, le héros de la fête, on pourrait dire, ici, qui apparaît sur une barque qu'on appelle un canot dans la description, et qui était tiré par des rameurs qui étaient costumés en Maure, et qui donc présentaient, vous voyez, il y a même encore un drapeau, comme à l'image de celui-ci, fleur-de-lysée, et Servandeni, qui est ici, était applaudi, paraît-il, par toute la foule tout autour. Alors, il faut quand même savoir que quand Louis XV est arrivé, il a été applaudi aussi. Mais de voir Servandeni applaudir après à plusieurs reprises, je ne suis pas sûr qu'il était très ravi de la comparaison, mais personne n'a osé peut-être la faire. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'a pas, on va en parler, il y a eu un problème avec le feu d'artifice quand même. Alors, voici ce qu'il y avait en face. Voilà le fameux trône de Louis XV. Donc, et je vous ai montré aussi il y a une planche qui montre comment cette partie était finalement, vous voyez, ajustée à la façade du bâtiment du Louvre. Et alors, tout ça a été fait à la demande du roi, à Gabriel, le père, hein, pas le fils que nous aimons tous, et c'est un décor qui est quand même un peu démodé, il faut quand même le dire, par rapport à ce que nous allons voir de Servandeni. C'est un décor qui pourrait être de la fin du règne de Louis XIV, qui témoigne du goût de Bérain, avec un quadrillage à fleurettes, avec des piliers, avec des colonnes très fines, avec des festons de fleurs. Ce n'est pas du tout quelque chose de très novateur. Voilà. Mais ce n'est pas à cause de ça, à mon avis, qu'il y a eu un problème. Le problème, il vient que, voilà ce qu'avait réalisé Servandeni, au milieu du Pont-Neuf. Alors là, vous avez le plan, hein, et là, vous avez, ça c'est l'extrémité du Pont-Neuf, et nous voyons ici l'emplacement de la statue d'Henri IV, mais qui disparaît totalement, dans ce monument extraordinaire, qui présente donc un soubassement rustique, avec des fontaines rouges, ce qui est très curieux, encore des soubassements de pierre, mais ça c'est normal, et là un monument qui évidemment présentait comme particularité d'être inspiré vraiment des monuments à l'antique. Et on en a vraiment une preuve quand on voit ici les décors qu'il avait prévus pour les plafonds, qui étaient des décors qui étaient inspirés de ceux du Panthéon de Rome, avec des guillochis, pour les compartiments, évidemment, de ces plafonds. Et tout ça est expliqué dans le Mercure de France. Ce n'est pas du tout une invention, c'est une chose qui est tout à fait vraie. Et de même, les colonnes, l'ordre est dorique, normalement, et les colonnes ne sont pas peintes en faux marbre, elles sont peintes pour imiter, évidemment, ce sont des colonnes de bois, mais elles doivent imiter la pierre ancienne, la pierre usée par le temps. Et donc, il y a vraiment, dans l'esprit de Servandeni, le souci de se présenter comme un peintre et un décorateur, surtout, très attaché au goût de l'Antiquité. Ça, c'est extrêmement important. Alors, évidemment, en face du trône du roi, ça devait être un peu différent. Et alors, ce qui est très curieux aussi, c'est qu'il y avait eu un projet qui présentait un second étage. Et ce second étage n'était plus dorique, mais ionique. Et alors ça, c'est totalement 18e, ça n'a plus rien à voir avec l'Antiquité, mais on voit que là, il y avait eu tout un travail vraiment sur la décoration des plafonds. Et malheureusement, d'après les relations des contemporains, le Mercure et d'autres relations, on n'a pas eu le temps de mettre ce second étage. Certains le regrettent,
Mais ce qui est curieux, c'est que plus tard, en 1763, Deforges s'est inspiré, puisque ça a été gravé, de cette estampe pour ce projet de décoration pour un feu d'artifice, dit-il, et une salle de bal. Donc, on voit quelquefois que les projets pour des édifices éphémères avaient plus de succès que ce qui a été réalisé finalement pour la fête. Alors, il faut dire un mot aussi de la salle de bal dans la cour de l'hôtel de ville. Alors, Servant-Denis n'a pas participé à ce décor, ça on le sait, mais ça a été fait avec un soin extrême, car on devait accueillir le roi. Le roi devait venir, cette fois-ci incognito, masqué sans doute. Il aimait beaucoup, d'ailleurs, paraît-il, aller dans des bals comme ça, costumés, et on va le voir tout à l'heure pour le bal des Ifs. Et donc, on attendait le roi. Et on a une description, à mon avis, c'est ce qui est le plus frappant. Je vais vous lire ce que nous raconte le lundi 31 août le duc de Luynes, qui est venu donc 2 jours après le feu d'artifice visiter cette salle de bal. J'allais hier soir à l'hôtel de ville sur les 9 heures du soir. Le bal ne devait commencer que sur les 10 ou 11 heures. Le coup d'œil de la salle était admirable. C'est la cour couverte et garnie de planches en bas. Alors, couverte, c'est un plafond qui est peint. Bon, ça, c'est des vieux procédés qu'on trouve dans les fêtes florentines, déjà. Mais là, il y avait une figuration quand même d'un ciel. Et puis, en bas, il y a un plancher. C'est ça qu'il veut dire quand il parle donc de plancher en bas. Parfaitement bien éclairé. La salle était parfaitement bien éclairée. Le plafond peint et la muraille et beaucoup d'ornements dorés. Toutes les fenêtres qui donnent sur la cour sont les fenêtres de plusieurs salles où l'on dansera. À chacune, une pièce pour les rafraîchissements et une autre pour les commodités pour les dames. D'autres pièces pour s'asseoir où l'on n'endossera point. Une pièce réservée pour le roi. Vous voyez, on pense à réserver un espace pour le roi. Est-ce pour faire des frodaines? Je ne sais pas. Elle était fermée quand j'y fus. Et on avait envoyé la clé au roi. Donc personne ne pouvait y aller sans lui. Toutes ces pièces sont meublées de toiles de différentes broderies. Il y a effectivement dans la salle destinée pour le roi des meubles différents, faits exprès pour lui avec goût et magnificence. Autour de la salle, en bas, des loges en grand nombre qui paraissent garnies de damas cramoisis. Ça devait être merveilleux. Tout le monde croyait hier que le roi irait au bal. Et je crus même l'avoir rencontré dans Sèvres en revenant. Pourquoi? Parce que Sèvres se trouve entre Paris et Versailles, et c'était un lieu incontournable pour ceux qui allaient d'un endroit à l'autre. Cependant, il n'y a point été ni Madame de Mailly, qui était tout habillée et prête à partir. On ne dit point la raison de ce changement. Donc le roi n'a pas accepté d'aller danser ce soir-là, alors qu'on avait vraiment préparé tout pour l'accueillir de la meilleure manière. Que s'est-il passé? Alors c'est là où je pense que, parce que en consultant les archives, on arrive quand même à retrouver des éléments. Je crois que le roi a été un peu contrarié par le feu d'artifice qu'on lui avait montré 2 jours auparavant. Il a trouvé qu'il y avait eu des incidents, il les a notés. C'est vrai qu'il y avait des rivalités entre les feux d'artifice, entre les artificiers. Certains venaient de pays différents. Il y avait un Saxon notamment qui demandait pas mal d'argent. Bref, le roi n'était pas content. Et il a dit qu'on lui avait fait une sorte d'affront et qu'il fallait punir les artificiers. Et il a fait envoyer dans les prisons de l'hôtel de ville les artificiers qui y sont restés, paraît-il, pendant 1 mois, je crois, quelque chose comme ça. Attendez que je retrouve. Enfin, ils sont restés un certain temps, 1 mois entier, voilà, 1 mois entier. Alors, évidemment, c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas retourné à Paris. Mais on verra que par la suite, il gardera un peu
un petit ressentiment à l'égard de la ville de Paris. D'abord, il ne reviendra plus comme ça en public. Ensuite, il va interdire à la ville de Paris, pour les prochaines fêtes, celle du mariage du dauphin en 1745, dès le mois de décembre 1744, il dit non, non, il ne faut pas de feu d'artifice. Pas de feu d'artifice. Et effectivement, il n'y en aura pas. Alors, le prévôt des marchands avait changé, c'était plus Turgot, c'était de Bernage qui était prévôt, et il n'y en aura pas. Mais il va quand même en 1747, pour le second mariage du dauphin, il y aura quand même un feu d'artifice. Mais à cette époque-là, vous allez voir que les choses vont changer assez rapidement. Donc, comme je vous l'ai dit, le roi aimait beaucoup les feux d'artifice, et alors je vous montre les deux coupes, parce que c'est un lieu quand même féerique. Je trouve qu'on a l'impression un peu d'une maison de poupée qui est présentée au public, et on voit là des gens danser. À regarder dans le détail, c'est évidemment un délice de voir ces estampes. Et du reste, la ville de Paris va conserver à peu près les mêmes décorations pour les autres grandes fêtes qu'elle va organiser, donc pour les mariages successifs du dauphin de France. Voilà ce que voyait Louis XV à Versailles. C'est un tableau qui se trouve au musée Lambinet, qui nous montre le feu d'artifice qui a été tiré 2 jours avant celui de Paris. Évidemment, ce feu d'artifice n'a pas eu le même succès que celui de Paris. Mais quand même, c'est très intéressant de voir l'ampleur des fusées. C'est vraiment ça qui domine. Ces fusées qui jaillissent de toutes parts, même des fontaines, qui imitent quelquefois même des cascades, des fontaines. Et en plus, ce qui est amusant, c'est que nous sommes ici au-dessus, c'est-à-dire à peu près au niveau peut-être de la Grande Galerie. La Grande Galerie, c'est la Galerie des Glaces, et c'est là que Louis XV voyait tous les grands feux d'artifice. Il ne se déplaçait pas en bas. Non, il restait, quelquefois même on tirait les rideaux au moment des illuminations, et on voyait les illuminations, puis les feux d'artifice. Donc là, on a une idée un peu de la puissance, de la variété, même Mais il faut dire une chose, c'est que l'architecture n'était quand même pas extraordinaire, elle était tout à fait courante, commune. C'est ce qu'on voyait en Italie 20 ans auparavant. Ça n'avait rien à voir avec les expériences menées par Servandoni. Alors il y a bien des chroniqueurs de l'époque qui disent « Ah, mais l'architecture quand même était acclimatée au goût de Versailles. Elle pouvait rappeler les colonnades du Grand Trianon et du bosquet de la Criée. » Moi, je ne trouve pas énormément. C'était quand même assez rocaille encore. Mais enfin, je vous raconte ça pour vous montrer un peu. Et alors, ce qui est amusant, c'est que vous voyez en bas, là, une foule immense, en fait. Ce sont des spectateurs. Et ces spectateurs, ils viennent de Paris. On avait ouvert le parc aux foules parisiennes. On avait même réservé des bancs pour les dames de Paris. Et il y avait 2 échafauds, l'un pour les représentants des menus plaisirs, un autre pour les bâtiments du roi. Et donc le parc était déjà très ouvert donc aux foules parisiennes pour les grandes fêtes versaillaises. J'avance. Fête de 1745, vous connaissez ça, la salle du bal, de spectacle qui se transforme en salle de bal parée en 24 heures. Ça, alors, ces estampes ne nous donnent qu'une idée vague, mais ça devait être féerique, parce que il faut savoir que ces décors, donc on pouvait escamoter les loges de chaque côté, et ces décors que nous voyons ici pour le lendemain étaient sculptés par les slots. Ce n'est pas du trompe-l'œil, tout était sculpté avec un soin extraordinaire. Et on sait que les slots ont sculpté aussi dans du carton-pâte. C'était vraiment les matières pour les fêtes, les spectacles. Et à mon avis, le grand magicien qui était capable de tout transformer, ce n'était pas les slots, mais c'était Arnoux, Blaise-Henri Arnoux, qui avait travaillé avec Servandoni et qui certainement était celui qui va
plus tard, quand il y aura la salle de Versailles que nous connaissons tous, va donner tous les moyens pour transformer cette fois-ci la salle de Versailles, non seulement en salle de bal, mais aussi en salle de festin. Donc la salle de Versailles que nous avons actuellement pouvait être transformée, avoir trois destinations différentes. Mais là, ça devait être déjà tout à fait magique, enfin, à mon avis. Magique est devenu un mot à la mode, je crois. Il faut faire attention. Ça, c'est le bal des ifs. C'est aussi un des grands moments des fêtes de Versailles. Et évidemment, ce bal est exceptionnel. Le lieu est exceptionnel. Louis XV, quand il est arrivé enfant à Versailles, parce qu'il avait passé sa jeunesse à Paris, on raconte qu'il était tellement émerveillé qu'il avait été à la chapelle faire ses dévotions, évidemment, et il s'était couché par terre, sur le dos, pour simplement regarder le plafond. Et tous les courtisans avaient cru bon de faire aussi, de s'asseoir. Ça devait être assez drôle. Mais ça montre l'admiration extrême, en fait, de Louis XV pour cette galerie. Pour cette galerie où, finalement, toutes les grandes fêtes de Versailles vont se dérouler plus ou moins, parce qu'il ne se déplaçait pas, finalement, à l'extérieur. Ce n'est pas du tout comme à l'époque de Louis XIV, où Louis XIV s'intéressant tellement aux Américains, donc allait de bosquet en bosquet, et là, ce n'était pas du tout le cas. Alors, rapidement, là, nous avons, comme nous sommes à la période du carnaval, nous avons des personnages, vous voyez, tout à fait grotesques, orientaux ici, mais nous avons également des gens extrêmement élégants qui sont habillés en berger ou en bergère d'opéra. Vous avez là les ifs, et ça c'est extrêmement important, parce que Louis XV va paraître sous un if, il va se dissimuler, il aimait beaucoup se cacher, il se cachait là donc parmi les ifs, et c'est grâce à ce déguisement qui ne permettait pas de le reconnaître qu'il va s'approcher d'une certaine Madame d'Étiole, qui était, paraît-il, très séduisante, qui était la fameuse marquise de Pompadour. Donc ça s'est passé pendant cette fête. Alors, ça, ce sont les fêtes organisées à la ville de Paris. Finalement, la ville de Paris n'a rien trouvé de mieux à faire que d'organiser dans certains lieux, certaines places de Paris. On va abandonner la Seine, on ne sait pas pourquoi, mais ils vont faire des lieux de plaisir pour la ville, pour les habitants de la ville de Paris. Et là, vous avez une salle qui a été construite devant le place du Carrousel, parce que le fameux Carrousel de 62 a laissé son nom à une place qui existe toujours à Paris. Et cette salle se trouvait devant le Palais des Tuileries, d'après, vous voyez, le bâtiment qui est là. Et donc, cette salle a été construite. Donc, ça nous donne un peu une idée de l'ambiance qui devait régner. Alors là, vous voyez, à l'intérieur, ça c'est une autre salle qui se trouvait place Dauphine. Et vous voyez qu'on dansait beaucoup, mais on buvait aussi. Et vous allez voir ce que l'on racontait à propos de ces fêtes. Je vous lis un petit texte. Barbier déclare à propos de ces fêtes: ça suscite un très joli coup d'œil et un spectacle singulier, mais une misérable confusion. Le public avait évolué. Les artisans aisés et les marchands riches sont sortis de leur état. Ils ne se comptent plus au nombre du peuple. Et Marville, dans une lettre du 2 mars 1745, déclare: indépendamment de la foule, tout s'est passé dans le plus grand désordre. À 3 heures, il n'était, pour ainsi dire, presque plus possible d'avoir des rafraîchissements. Les bouteilles, les verres, les cervelas, tout se jetait, pour ainsi dire, sur la tête. Les salles étaient remplies de verres cassés, sur lesquels on marchait, les corridors pleins d'urine et de vilainie. Et on était dans l'eau et dans la fange, presque à mi-jambe. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est terrifiant. Il ne faut pas s'étonner que la cour ne voulait plus se déplacer dans ces endroits. C'était devenu des endroits de plaisir pour la ville de Paris.
Et pour la fête de 1747, alors, on va voir, voilà, alors, pourtant, il y avait des charmants pavillons qui étaient érigés. Place Louis-le-Grand, c'est la place Vendôme, mais c'est la place qui va être retenue encore en 1747. Pourquoi? Si vous avez lu l'article d'Alexandre Gady dans les œuvres de Bonsard, en fait, c'était la ville de Paris qui a financé la fin des travaux de la place Louis-le-Grand. Ça a été terminé en 1702. Mais tout d'un coup, elle est réutilisée parce que c'était une salle dont la ville devait être fière, tout simplement. Et cette fois-ci, bon, il y avait une statue du roi, mais toutes les habitations étaient bien peuplées par des gens de la ville. Et on voit là donc encore cette place, mais cette fois-ci, on va utiliser à la place de, si je puis dire, de salons où l'on dansait, où l'on buvait certainement beaucoup, des parades avec des chars complètement rococo, rocailles, qui évidemment ne plurent pas à tout le monde. On a des critiques. Barbier écrit « Cette fête est bien peu de choses pour un mariage d'un prince ». Et le comte de Caylus, évidemment, qui n'aimait pas toute cette chicorée, ne s'est pas privé de dire que ces chars étaient absolument peu maniables, en plus, et qu'on avait mis du sable pour empêcher les chevaux de glisser, comme on faisait quand il y avait des carrousels sur les pavés de la place, mais finalement, visiblement, ces fêtes n'ont pas plu du tout aux Parisiens. Alors, Servandoni, évidemment, était parti depuis 1744-45. Il ne reviendra que bien plus tard. Et aucun artiste, en fait, de grand talent n'a participé à ces fêtes. Les dépenses étaient moindres. Et, comme je vous l'ai dit, le roi ne daigna plus se rendre à la ville à l'occasion de ces fêtes. À Versailles, on continua encore à innover lors des noces du dauphin, futur Louis XVI, avec Marie-Antoinette. En 1770, je vous montre rapidement. Alors ça, voilà un des chars, pardon. Ça coûtait quand même pas loin de 15 000 livres. C'était quand même pas donné. Et on distribuait, évidemment, il y avait des mannequins et on distribuait à boire au public. Voilà, ce dessin est mauvais, mais l'intérêt de ces illuminations pour le mariage du futur Louis XVI avec Marie-Antoinette, c'est qu'on avait laissé des places, des endroits pour des spectacles populaires qui venaient de Paris et qui étaient dirigés par Godon et Nicolet. Et c'était des spectacles où il y avait des danseurs de cordes, enfin vous voyez, des spectacles de battleurs un peu. Donc finalement, Versailles, on continue à l'ouvrir à un public de plus en plus large, et même on réserve à ce public des divertissements. Et comme dit Croy, il faut prononcer Croy, je crois, il dit ça ne s'était jamais vu encore à Versailles. Donc c'est vraiment quelque chose de nouveau. Et je tenais quand même à le dire. Pour l'histoire sociologique, finalement, des publics, je pense que c'est très important, en contrepoint de ce qui se passait à Paris, de montrer donc cette innovation. Je finis là-dessus, j'ai juste parlé trop longtemps, avec pour vous montrer qu'à la fin de l'Ancien Régime, les choses évoluent. Il faudra attendre, évidemment, l'avènement du règne de Louis XVI pour que tout évolue différemment. Louis XVI n'aimait pas les fêtes nocturnes. Marie-Antoinette n'avait pas une passion peut-être pour les feux d'artifice. Bref, après le mariage de Madame Clotilde, sœur de Louis XVI, en 1775, donc un an seulement après la mort de Louis XV, on s'aperçoit qu'il n'y a plus de feux d'artifice à Versailles déjà, de grands feux d'artifice. Et finalement, je crois que Louis XVI avait compris qu'il fallait laisser à la ville et à sa population ce privilège. Et là, nous avons une représentation d'un feu d'artifice organisé
devant l'hôtel de ville. Là, cette fois-ci, vous voyez vraiment l'hôtel de ville. Et un feu d'artifice somptueux, d'un goût, cette fois-ci bien néoclassique, avec deux colonnes trajanes, avec un socle somptueux de rochers, et qui a été inventé par Moreau d'Éproux. Et c'était à l'occasion de la naissance du premier dauphin, je dis le premier parce que malheureusement il est mort avant la Révolution, qui était né en 1781. Et là, c'est un spectacle qui a été donné donc à la reine et au roi, qui était dans une... là, dans une... c'est ce qu'on voit. Et ici, voilà, la loge du roi et de la reine. Malheureusement, enfin je dis malheureusement parce que c'est toujours un peu triste de penser que le prince n'a pas vécu, le roi et la reine ont été guillotinés, et Moreau d'Éproux a été dénoncé à Fontainebleau, et malgré des interventions auprès de Fouquier-Tinville, a été guillotiné aussi. Donc tout ça est un peu triste, peut-être pour finir ce feu d'artifice, mais je trouve que, je crois que, Servandoni a essayé de changer quelque chose, je crois, sincèrement, et il fallait vraiment des artistes de cette nature pour pouvoir faire évoluer aussi un genre qui avait tendance quelquefois, je ne vous montre pas tous les dessins des Duménil, mais ils se ressemblent tous, en fait. Quelquefois, s'il y a quelques innovations dans les années 1740, mais avec des vues de ruines, de villes assiégées. Là, il y a eu un moment. Mais à part ça, il n'y a pas eu énormément d'innovation, à part, donc, à mon avis, l'époque de Servandoni. Je vous remercie beaucoup.